Bonjour, mon invité aujourd'hui est Carlos Lopez. Notre public le connaît bien pour avoir été interviewé à plusieurs reprises. Il est d'abord deux titres à retenir sur un parcours riche et varié. Et surtout, il faut retenir qu'il est professeur à la Mandela School Public Governance à l'Université du Cap, en Afrique du Sud. Et professeur invité à Sciences Po Paris. Et puis surtout un homme qui est prolifique en termes de livres, de rédaction d'articles. Et je signale particulièrement son livre Afrique-Europe, en finir avec la dépendance structurelle, l'heure de vérité face à l'auto-illusion, aux éditions Atelier. Bonjour Carlos. Bonjour, c'est un plaisir, Hichem, d'être avec toi. Merci. En fait, avec vous, il y a tellement de questions importantes et stratégiques qu'on aurait posées, surtout après quelques mois d'actualité. D'abord, vous avez participé en marge à la COP 30. Comment jugez-vous les résultats de cette réunion ? Alors, j'ai été choisi par le gouvernement brésilien pour être leur envoyé spécial pour la COP en Afrique. Donc, ils avaient choisi 7 personnalités du monde pour justement les aider dans différentes régions stratégiques. Et en ce qui concerne l'Afrique, moi, j'avais l'avantage de pouvoir compter sur le sommet africain du climat qui a eu lieu 2 mois avant la COP à Addis Abeba. Donc, on a pu vraiment voir comment négocier avec une position de force unifiée de la part des Africains. Et cela s'est traduit dans des positions assez fermes sur 2 questions qui étaient particulièrement importantes dans cette COP. La question des forêts, avec le Congo et son bassin qui représente maintenant la plus grande extraction de carbone de la planète, donc plus que l'Amazon. Et bien sûr, la question de l'adaptation qui est très importante pour les Africains et qui a été dans cette COP mise en évidence par les Brésiliens. Pourquoi c'est important? Parce que normalement, on attache beaucoup de financement et aussi d'attention aux questions de mitigation, mais moins à l'adaptation. Et pour les Africains, donc, il n'y a pas tellement de mitigation à faire. On n'a pas vraiment contribué à la pollution actuelle, aux émissions actuelles, mais nous avons énormément de besoins pour ce qui est de l'adaptation. Et ça a été un parent pauvre. Donc, dans cette conférence, on a pu mettre en exergue son importance, même si les résultats de la déclaration finale ne sont pas, disons, du point de vue africain, très importants ou intéressants. Mais en tout cas, on a démontré l'équilibre entre les 2 discussions, la discussion de la mitigation et la discussion de l'adaptation. Je ne l'ai pas précisé dès le début, mais vous présidez le conseil de la Fondation africaine du climat, qui est en relation avec notre sujet. À quoi ça sert? Expliquez-nous, c'est quoi son rôle? Alors, c'est une des fondations régionales. Elle est importante parce qu'elle est la seule avec le mandat de pouvoir subventionner, si nous voulons, les différentes organisations qui travaillent dans le climat en Afrique. Donc, nous recevons des contributions de différentes philanthropies, mais aussi de différents gouvernements, etc. Et on essaie d'acheminer ces financements aux acteurs dans cet espace de discussion sur le climat sans qu'ils aient, disons, la pression qui vient normalement des donateurs. Donc, c'est une espèce d'intermédiaire important pour servir disons, de protection à ce que l'écosystème qui est en train de se construire en Afrique ne soit pas dépendant directement de relations avec les donateurs. On l'a vu, les moyens sont en deçà des besoins, et surtout pour l'Afrique qui a besoin de ce coût financier, de cet appui financier. On a envie de dire, est-ce que pour l'Afrique c'est une chance d'avoir, c'est un moment crucial, un tournant, pour pouvoir faire le saut générationnel et transformer son économie en économie propre et en économie verte? Est-ce que l'Afrique va pouvoir profiter de cette opportunité?
quand vous êtes de retardataire par rapport au processus de transformation économique, c'est le cas des pays africains dans la plupart des cas, vous avez la chance de pouvoir vraiment sauter les étapes et adopter les technologies les plus avancées. Il se peut, dans certaines conditions, et en ce qui concerne l'énergie en particulier, nous avons maintenant des coûts d'énergie renouvelable qui sont compétitifs par rapport aux énergies fossiles. Donc, nous avons la possibilité de choisir, ce qui n'était pas le cas jusqu'à maintenant. Tandis que les pays qui ont déjà, disons, une infrastructure établie, qui ont déjà développé des systèmes productifs assez complexes, cette transition est beaucoup plus coûteuse. Donc, les Africains doivent utiliser cet avantage. Et je pense que le pays exemple, le pays phare que nous pouvons citer, c'est l'Éthiopie, qui vient d'inaugurer le plus grand barrage d'Afrique, donc avec une énergie qui est produite à partir des ressources hydrauliques, mais qui a aussi, disons, profité de ce passage à une énergie qui est plus propre pour aller un peu au-delà des attentes. Parce qu'il vient d'adopter le bannissement complet de toutes les importations de véhicules à combustion, ce qui veut dire que maintenant, on ne peut importer que de l'électrique ou de l'hybride dans certaines configurations, par exemple les camions, etc. Et donc, c'est le premier pays du monde qui adopte une politique assez, disons, stricte, ce qui concerne l'industrie automobile. Et donc, c'est un exemple de comment on peut sauter des étapes. Et la même chose par rapport à leur programme de plantation d'arbres, donc qui est le plus avancé du monde, avec des millions et des millions d'arbres qui sont plantés chaque mois. Et donc, nous avons maintenant des pays africains qui veulent être non seulement victimes, vulnérables par rapport au climat, mais des leaders dans la transformation. Mais vous semblez optimiste, alors que franchement, vous connaissez l'Afrique mieux que personne. Vous savez que l'Afrique, c'est vraiment le continent de la déperdition d'énergie. Et surtout, je ne vais pas pécher par afro-pessimisme, mais la vérité, c'est qu'il y a énormément de pesanteur. Absolument. Nous avons 700 millions d'Africains qui n'ont pas accès à l'électricité. Donc, notre débat est vraiment un débat de précarité, en premier lieu. Et bien sûr, nous avons aussi la situation que dans la plupart des financements qui sont disponibles pour l'Afrique, la part du lion continue à être des financements pour des combustibles fossiles. On parle beaucoup du gaz, des découvertes de pétrole en Afrique, etc., plutôt que de transformation énergétique. Et donc, nous sommes un peu otages d'un système qui ne favorise pas ces transformations. Mais ce que je sens dans certains pays, et donc ce n'est pas vraiment pour faire des généralisations, c'est qu'un certain regain, disons, d'activisme pour que la transformation ait lieu. Et donc, moi, je suis en train de mettre en exergue les exemples les plus intéressants, mais ça ne veut pas dire que c'est vraiment la conduite générale des gens. Dans une stratégie, il faut hiérarchiser les priorités. Comment voyez-vous aujourd'hui, est-ce que l'Afrique va changer de méthode, va réordonnancer différemment les problématiques? Expliquez-nous, il faut sortir de ces habitudes à répétition. Bon, nous avons, disons, du point de vue de la croissance, avec les projections du FMI pour l'année 2025, pour la première fois, l'Afrique dépasse l'Asie en termes de croissance. Donc, si on met tous les pays africains ensemble et tous les pays asiatiques ensemble, l'Afrique est à 4,1% de croissance et l'Asie est à 3 et quelques. Donc, nous avons vraiment de l'élan. Et cet élan est important à mentionner pour trois raisons. D'abord, parce qu'il y a 40 pays africains qui sont euh, en dessous de la moyenne mondiale et 30 l'ont été déjà depuis 3 ans. Donc, il y a un regain d'activité économique, sans doute. Et nous pouvons aussi ajouter le fait que depuis 2 ans, nous avons battu des records d'investissement, attraction des investissements. Cette année, nous avons même le plus grand taux de croissance d'investissement dans le monde, à 11,2%. Et nous avons aussi, pour la première fois, un regain de place dans le commerce mondial. Et donc, tout cela pointe dans la direction qu'il y a de l'activité économique. Mais il faut pas se leurrer. Toutes ces activités, c'est parce que nous avons une démographie énorme. Et donc, ça entraîne bien sûr des activités, de la production, de la consommation, etc. Et camoufle un peu les difficultés structurelles.
Et les difficultés structurelles sont toujours les mêmes. Nous sommes dépendants d'exportation de matières premières, même si on parle maintenant de minerais critiques, minerais stratégiques, etc. C'est toujours le même débat, c'est-à-dire comment on va exploiter les ressources naturelles plutôt que le débat sur la transformation industrielle en tant que telle. Donc, pour moi, le grand défi que nous allons affronter dans les prochaines années est un défi technologique. Nous avons vraiment un regain de, d'activité économique, sans doute, mais c'est disons, avec beaucoup de vulnérabilité. Et ce qui compte vraiment, c'est comment on va adopter les nouvelles technologies et comment on va s'adapter à ces nouvelles technologies. Qui doit être au cœur de cette impulsion, de cette transformation africaine? On le voit, vous étiez, quand vous étiez en tant que secrétaire exécutif de la Commission économique pour l'Afrique, vous étiez basé à Addis Abeba, vous avez vu de l'intérieur la Commission économique, la Commission de l'Union européenne, pardon, africaine, c'est-à-dire que on voit que l'Union africaine est vraiment au point mort. Aujourd'hui, on voit qu'elle est en difficulté. Comment expliquez-vous qui va être au cœur de ces enjeux et en pointe? Je pense que c'est le secteur privé qui sera au centre de ces enjeux. Nous allons voir de plus en plus d'entrepreneurs africains qui ont une ambition continentale. Donc, nous avons vu, par exemple, ce qu'a fait M. Dangote avec la raffinerie qu'il est en train de construire, euh, plutôt qu'il a déjà construit au Nigeria, qui était déjà la plus grande d'Afrique. Maintenant, il a l'ambition de la faire la plus grande du monde. Donc, il y a une raffinerie qui est maintenant la plus grande du monde en Inde. Et une bonne partie des techniciens qui ont aidé à cette construction sont en train d'être recrutés par M. Dangote qui veut faire de sa raffinerie la plus grande du monde. Donc c'est un exemple, peut-être un exemple isolé dans une certaine mesure à cause de son caractère exceptionnel, mais vous allez voir dans la plupart des entreprises de pointe de pays qui sont les plus, disons, importants économiquement parlant, ce type d'ambition. Nous les avons en Afrique du Sud dans la technologie, nous avons dans le Maroc avec les phosphates, nous l'avons en Égypte avec construction et énergie. Donc, vous êtes en train de voir que les pays jusqu'à maintenant les plus grands en termes économiques étaient plutôt à la traîne. Ils n'avaient pas une croissance soutenue. Et ça, c'est en train de changer et c'est une bonne nouvelle. Oui, c'est-à-dire que j'ai envie de rester dans la prolongation de cet échange. Comme vous êtes basé en Afrique du Sud, c'est un pays stratégique et le G20 vient d'avoir lieu dans le pays. Comment jugez-vous l'exercice de l'Afrique du Sud pour présider ce sommet et comment le G20 et surtout est-ce que le G20 aujourd'hui est en phase d'interrogation à la croisée des chemins? Parce que quand on voit l'absence de Trump qui semble bouder cette réunion, et ça montre aujourd'hui que le multilatéralisme est véritablement à l'index. Hichem, je crois que nous sommes en train de faire souvent des analyses sur l'état du monde en fonction de ce qu'on connaît, de ce qu'on a l'habitude, et notamment le multilatéralisme tel qu'il a été défini dans les 2 dernières décennies. Mais effectivement, si on regarde de près l'importance de ces processus, y inclut le G20, on se rend compte qu'ils ont perdu de l'influence. Ce n'est pas là où se jouent vraiment les grandes transformations. Par exemple, en termes de technologie, je crois qu'on est à la frontière d'une influence gigantesque de l'intelligence artificielle qui va changer les méthodes calcul sur les profits, sur la valeur, si on veut. Et le G20 n'en parle même pas. Nous avons très, très près de nous la transformation de la computation quantique qui va faire exploser les systèmes de protection et le contrôle qui a déjà été assez bouleversé par le fait que l'intelligence artificielle vole de la propriété intellectuelle telle qu'on l'a, disons, codifiée. Et donc, cela va vraiment changer complètement comment les méthodes de production seront faites
et avec cela, disons, des profits gigantesques pour certains et une grande pénurie pour le reste. Ça va vraiment beaucoup marquer l'Afrique, mais on n'en parle même pas. Mais j'ai envie de mieux percevoir vos analyses sur cette problématique de est-ce que l'Afrique vraiment a les moyens d'entrer et d'être acteur de ces nouvelles technologies dont vous parliez? Parce qu'on voit les ratios. On voit le problème d'électricité au niveau de la maîtrise de l'écrit, la maîtrise d'une certaine façon d'aborder le monde et le déchiffrer. Est-ce que l'Afrique vraiment est capable d'être un acteur souverain? En prenant le cas du Nigeria, c'est un pays qui, comme nous savons, a énormément de problèmes, par exemple d'accès à l'électricité, de pauvreté de tout genre, d'asymétrie gigantesque entre le nord et le sud. Et ce que nous regardons, c'est qu'aujourd'hui, dans la composition du PIB nigérien, la partie des technologies a largement dépassé non seulement la partie de l'agriculture, qui emploie le plus de monde, mais aussi la partie pétrole, qui est la source principale des revenus de l'État. Donc, la technologie, elle est en train d'entrer malgré les difficultés signalées. Pourquoi? Parce que nous avons une population très jeune, et cette population jeune, elle est avide de pouvoir utiliser les nouvelles technologies. Et les investissements qui sont faits dans les startups, etc., sont en train de croître à peu près à 20-25% par année par rapport à l'année antérieure. Bien sûr que la base en Afrique est assez limitée, mais nous avons, par exemple, dans la période de la pandémie, 7 unicornes qui ont été formés, c'est-à-dire des startups qui ont atteint 1 milliard de dollars de valuation. Donc, si on regarde ce qui est en train de se passer dans la ville où je vis, à Cape Town, Amazon est en train d'investir dans un siège où ils emploient déjà 2000 ingénieurs et veulent étendre à 3000 de plus. Donc, vous voyez qu'il y a un appétit parce que la démographie aide à ces transformations, mais ce sera très inégal. Donc, ce qu'on va voir, c'est l'émergence de certaines villes en Afrique, Oui. plutôt que des pays, hein, je parle de villes, qui seront vraiment dans la composition globale de cette nouvelle forme de valeur, qui auront des usines d'intelligence artificielle. Cassava Technologies, un des milliardaires africains, Strive Masiwa, va faire la première usine avec Nvidia, qui est l'entreprise la plus cotée en bourse au monde, à Cape Town. Et donc, oui, ils sont en train d'investir en Afrique à cause de la démographie. Mais ce sera cette ville, une autre ville, etc. Ce ne sera pas des pays et le reste sera un peu, disons, dans les marches. Je suis admiratif devant votre côté zen, alors que les fractures en Afrique, encore une fois, c'est pas pour grossir les traits, mais c'est que on ne peut pas se développer que par une élite et le reste, la piétaille suit. C'est une asymétrie qui va poser des problèmes. L'élite telle que nous la connaissons, elle est toujours au pouvoir dans les pays, elle est en train d'être vraiment mise en cause par les jeunes, par la génération Z. Parce qu'ils ont des luttes qui ne sont pas vraiment du même registre de celles que ont porté au pouvoir ces différentes élites. Et ce ne sont pas des luttes ethniques, ce sont des luttes urbaines. Disons, l'incendie à Madagascar, au Mozambique, au Sénégal, au Maroc, etc., ce n'est pas provoqué par, disons, une identité quelconque, c'est des luttes urbaines qui sont liées à coût de vie, à différents types de transformations qui sont attendues, qui n'ont pas eu lieu. Donc, ces élites qui sont habituées d'abord à avoir une espèce de euh, justification et légitimation de leur pouvoir par des élections et par leur, disons, espèce d'identité ethnique, etc., sont à perte de vitesse. Qu'est-ce qui va émerger? Je ne sais pas, mais ce sera différent. Vous parlez 5 langues, Carlos Lopez, vous êtes dans cette aisance africaine. Alors, c'est pour ça que peut-être plus que jamais avec vous, on doit parler des Afriques, puisque vous les comprenez en VO, en version officielle. Que pensez-vous quand on regarde les Afriques?
est-ce qu'il y a des éléments qui se dégagent en première lecture? Le premier élément qui se dégage, c'est que nous avons des formes de légitimation du pouvoir qui sont contestées, comme je le disais, et on n'a pas encore à l'horizon le remplacement de ce système. Donc nous allons avoir beaucoup de turbulences dans les systèmes de gouvernance. Et cette turbulence est en plus perturbée par le phénomène climatique, à mon avis, est le principal responsable du djihadisme tel qu'on le proclame. Parce que je ne pense pas que ce sont vraiment des luttes religieuses au départ. Ça, c'est la couverture, disons, idéologique de ces contestations. Mais ce sont plutôt des ruptures qui sont liées au fait qu'il y a du stress climatique et ces populations ont besoin de survivre. Donc, nous allons avoir beaucoup de turbulences. Et je pense qu'on est juste en train de voir le début d'une vague où il y aura de plus en plus de contestations partout en Afrique. Le deuxième élément qui se dégage, je dirais, c'est le fait que, avec cela, avec ce que je viens de dire, nous allons vivre un paradoxe. Et le paradoxe, c'est qu'on va décoller économiquement malgré ses caractéristiques. On sera un peu la grande Thaïlande. Pays qui a 10 coups d'État, mais qui a une grande croissance à cause justement de sa démographie, de certaines caractéristiques. Donc, l'Afrique va devenir une grande Thaïlande, où il y aura beaucoup de croissance à cause de la démographie, à cause de la consommation, à cause des investissements dans les différents minerais stratégiques, etc., mais pas nécessairement en parallèle avec une bonne gouvernance. C'est une hypothèse de travail. Pourquoi vous avez choisi cet exemple? Qu'est-ce qui le justifie? Ce qui justifie, c'est que je vois, par exemple, la Chine, qui est un player important dans l'économie mondiale. Nous savons que c'est le plus grand exportateur, c'est un tiers du commerce mondial est dans les mains des Chinois, etc., sont en train maintenant de chercher à grande vitesse le transfert d'un certain nombre de leur système de production vers l'Afrique. Normalement, c'est ceux qui ne sont plus du point de vue de la valuation profitable pour garder en Chine. Et donc, ce n'est pas un phénomène complètement nouveau. Ce qui est nouveau, c'est que maintenant, ils regardent la Chine, l'Afrique, comme avant, ils regardaient le Bangladesh, le Vietnam, la Thaïlande, etc. Donc, ça, c'est nouveau. Le deuxième aspect qui me frappe, c'est le fait que les plus grands en Afrique, aujourd'hui, ne sont pas les Chinois, même pas les Indiens, même pas les pays traditionnels, ce sont plutôt les pays du Golfe. Et donc, c'est une autre géographie qui entre dans l'équation, qui a beaucoup de capital, qui ne passe pas par les mêmes mécanismes de financement. Donc, ce n'est pas vraiment lié au multilatéral, ce n'est pas lié au Club de Paris et tout ça. Donc, c'est un autre registre. Et vraiment, ils sont en train de diminuer considérablement le poids des autres acteurs. Qu'est-ce qu'ils veulent de l'Afrique? Et je pense qu'à mon avis, ils veulent une espèce d'alliance de long terme qui est liée au fait que l'Afrique a les ressources, mais aussi la démographie, qu'ils n'ont pas. Et ils ont le capital. Mais il y a dans votre parcours et votre expérience un passage qui est extrêmement stratégique et important, c'est quand vous étiez le haut, je vais lire l'appellation, le titre exact, le haut représentant de l'Union africaine pour les partenariats avec l'Europe. C'est un moment stratégique. Et pourquoi? Parce que votre livre Afrique-Europe, et je le recommande particulièrement parce que d'abord il raconte les coulisses de cette histoire. Et on voit ce regard inégal, tous les problèmes entre l'Europe et l'Afrique dans la manière de négocier, dans la manière d'orienter les comportements, d'imposer les thématiques. C'est que le livre recèle d'éléments. C'est que j'ai l'impression que dans ce livre, c'est d'abord une façon de vous relâcher, de mettre le point sur les i et de dire les vérités de cette relation Europe-Afrique. Tout à fait. C'est un livre qui est né d'une frustration. C'est un livre qui raconte ce que je n'ai pas pu faire avec ces beaux titres qui a été mentionné. Donc oui, j'étais le haut représentant, mais je n'ai pas pu vraiment d'abord faire unifier complètement les positions africaines.
Et deuxièmement, convaincre les Européens qu'il y avait une autre façon de s'engager. Et donc, je suis allé à la recherche des raisons profondes. Et les raisons profondes sont plutôt psychologiques. Donc, on est marqué par une histoire qui est assez complexe, on est marqué aussi par beaucoup d'émotions. Et donc, les gens se sentent confortables avec un discours qui est difficile à changer, qui est le discours de côté européen altruiste, donc on veut faire du bien, comment on va vous aider, etc. Et donc c'est un peu au départ un discours qui perpétue la dépendance et qui perpétue l'idée coloniale selon laquelle nous avons besoin de compensation. Nous n'avons pas besoin de compensation, nous avons besoin de transformation. Ce n'est pas de la compensation. Et du côté africain, l'idée que la transformation, elle va venir de l'aide. Et donc, on gagne quand on demande plus d'aide, plutôt qu'on gagne quand on change les politiques, quand on fait ce qui est nécessaire. Je voudrais aller encore plus loin parce qu'il s'agit de 27 pays, donc 27 pays avec des visions différentes. C'est-à-dire que c'est pas uniquement une question psychologique ou je pense que moi, j'ai enquêté dans les coulisses de la Commission européenne, vu l'ampleur du travail et la bureaucratie, cette technocratie qui, à travers des hauts fonctionnaires qui orientent les comportements, qui travaillent les dossiers, c'est que le problème, c'est que l'Europe n'a pas le temps pour s'attarder sur la relation Europe-Afrique. Tout à fait. Et donc, on crée une espèce de zone de confort où on pense que la recette qui n'a pas marché jusqu'à maintenant doit être répétée avec d'une façon plus emphatique, avec plus de proclamations. Je vais vous donner un exemple classique. Chaque fois qu'il y a une présidence européenne quelconque, du G7, du G20, ou même de l'Union, et il y a toujours une initiative Afrique. Donc, moi, j'ai compté dans le livre, donc il y a un annexe qui compte 41 initiatives sur une période de 20 ans. Donc, on a presque à la moyenne de 2 initiatives par an. Est-ce que cela a donné quoi que ce soit? Est-ce qu'il y a des systèmes de prestations, de compte de ces différents mécanismes qui sont vraiment convaincants? Pas du tout. Donc, pourquoi on répète cette recette? Et cette semaine, on a à Luanda encore un sommet Europe-Afrique. Ce sera encore une occasion pour proclamer une nouvelle initiative. C'est toujours la même recette. Et donc, on est otage un peu, disons, d'une espèce de zone de confort. Et pour bouleverser ce type d'attitude, il faut vraiment travailler sur toutes les technocraties, parce que ce sont elles qui sont responsables, disons, de reproduire ce discours, que ce soit du côté européen ou du côté africain. Mais l'Afrique, ça, il faut l'exigence morale oblige de le faire. Doit faire son autocritique parce que au fond, certes, il faut critiquer l'Europe et dire sa manière d'orienter, de diriger, etc. Mais les Africains, qu'est-ce qu'ils font pour défendre leur point de vue? Je pense que il y a beaucoup d'éléments qui montrent d'ailleurs dans les négociations, à travers les ambassadeurs représentés à Bruxelles ou d'autres instances, on voit que les Africains eux-mêmes, c'est des gens soumis, excusez-moi l'expression, c'est pas du tout péjoratif, mais quand même qui obéissent à cette logique imposée par l'Europe, le tempo. C'est ça que je décris dans le livre en détail, avec beaucoup de frustration, parce que j'ai pu constater que même quand on a vraiment des positions logiques, les Africains trébuchent, n'avancent pas. Je donne juste une illustration. L'Europe est entrée dans des négociations avec les Africains dans la base d'une stratégie pour l'Afrique qui a été adoptée par son Parlement et qui a été utilisée par la Commission pour, disons, entamer des négociations. Les Africains ont été demandés d'approuver la stratégie européenne pour l'Afrique. Et à l'époque, en tant que haut représentant, j'ai dit, mais non, c'est complètement erroné. C'est bien que les Européens puissent avoir une stratégie. Il ne faut pas les condamner pour cela, au contraire. Mais nous devons avoir une stratégie pour l'Europe, qui est une stratégie africaine. Et après, on s'assoit à table et on négocie des deux côtés. Donc, j'ai fait la stratégie avec beaucoup de consultations, avec toute la machine de l'Union africaine qui a été impliquée dans l'exercice, mais elle n'a jamais été approuvée officiellement parce qu'il y avait peur de passer à ce stade, disons, d'unification des positions africaines.
On voit votre profil dérange. C'est pas, je comprends effectivement les enjeux autour de vous, mais alors il y a une autre question, c'est que pour aller sur votre personnalité, vous êtes professeur invité à Sciences Po Paris. Le Collège de France vous a ouvert ses portes et vous avez fait une série de conférences. Comment expliquez-vous cette ouverture et cette envie de découvrir un discours africain et un narratif différent? Moi, je suis vraiment persuadé que du côté européen, il y a beaucoup d'intérêt pour les idées que je présente. Je le vois dans les médias européens, même les plus importants. Je le vois dans les institutions académiques et je le vois aussi même dans les différents appareils de coopération des pays, un par un. La grande difficulté est avec la Commission européenne parce qu'elle a des habitudes qu'elle ne veut pas changer. Quelquefois, elle est poussée un peu par les pays eux-mêmes qui veulent un peu transformer la réalité de cet engagement et des négociations, mais ils peinent vraiment à trouver le consensus parce que, disons, on tombe sur la zone de confort que j'ai dénoncée tout à l'heure. Pourquoi cette envie, Carlos Lopez, de continuer à enseigner, parler à des étudiants, leur parler, consacrer du temps on peut s'interroger, est-ce que c'est... expliquez-nous pourquoi. Moi, je trouve très excitant le fait que je peux avoir des étudiants africains à l'Université du Cap et puis enseigner en Europe à des étudiants qui viennent un peu de partout, mais surtout de l'Europe. Et donc pouvoir montrer que de deux côtés, on peut trouver des jeunes qui sont intéressés, qui veulent vraiment transformer le monde dans la bonne direction. Mais il faut leur donner les outils. Et donc, je pense que c'est un peu mon obligation avec les capitales d'expérience et connaissances que j'ai accumulées de pouvoir partager. On a compris, pour conclure cette rencontre, c'est-à-dire que votre aujourd'hui orientation, c'est vers le climat et surtout, j'ai envie et l'enseignement. Quel est votre chantier pour les semaines et les mois à venir? Moi, je suis très impliqué dans la transformation industrielle du continent. Je suis membre du Conseil de la zone de libre-échange de l'Union africaine. Je continue à être membre de différents mécanismes continentaux qui sont impliqués dans la transformation industrielle. Je suis impliqué dans différents pays dans la construction de politiques industrielles. Mais bien sûr, aujourd'hui, on ne peut pas vraiment parler d'industrie sans que ce soit de l'industrie verte. Et donc, il fallait vraiment pouvoir bien comprendre les enjeux climatiques. Donc, je suis content de faire le mariage entre les deux. Et c'est pourquoi je me suis mis, disons, dans ce diapason, dans cette possibilité réelle de transformation, mais de transformation différente. On ne peut pas faire l'industrialisation comme dans les années 90. J'ai largement débordé exprès pour entendre la voix de Carlos Lopez, ses analyses et puis sa vision de prospective concernant le continent. Merci Carlos Lopez d'avoir été avec nous. Et on va vous suivre, on va continuer à fonctionner, à cheminer ensemble. À très bientôt. Au revoir.